Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler des artistes et du cinéma, comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment pas le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas de rejoindre le club Géopolitique Profonde. Voilà, le 18e numéro est là entre mes mains. Rejoignez Philippe Perlin, Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, Pierre Hillard et tellement d'autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. J'ai avec moi Yves Chevalier, est-ce que je peux dire un des plus grands producteurs du cinéma français? Non, il ne faut pas exagérer. Déjà, merci de m'inviter. Merci de m'inviter, vraiment. Bon, déjà... Bon, qu'est-ce que tu as produit? Dis-nous un peu ton historique, là. Alors, l'historique... Mets en plein les mirettes, là. À la base, je ne suis pas un producteur, j'étais distributeur de films. Distributeur de films et distributeur spécialisé dans le cinéma indépendant, plutôt indépendant anglo-saxon. Et spécialisé dans le film de genre. Donc j'ai fait, en gros, c'est très drôle parce que l'année prochaine c'est 130 ans du cinéma et j'ai distribué, produit 130 films exactement, je viens de m'en rendre compte. Et donc je me suis spécialisé et du coup je faisais des films. Pourquoi j'ai fait des films indépendants au départ? C'est déjà parce que c'était pas cher. C'est quand on achète un film, évidemment, le cinéma indépendant coûte moins cher que on n'a pas accès à un film de major américaine ou de choses comme ça. Et donc j'ai commencé à acheter des films et parmi ces films, j'ai eu la chance dès le début, merci, de découvrir quelques jeunes metteurs en scène qui sont devenus depuis absolument incontournables. J'ai fait les 2 premiers films d'Darren Aronofsky, puis Requiem for a Dream. Ensuite, j'ai fait le premier film de Christopher Nolan. Requiem for a Dream, c'était avec Johnny Depp. Pardon? Requiem for a Dream. Non, Requiem for a Dream, c'est avec Jennifer Connelly, Jared Leto, voilà. Ellen Burstyn, ce qui lui a valu un Oscar d'ailleurs, parce que Darren Aronofsky est un très grand directeur d'acteurs. Et donc j'ai fait The Following, donc ça c'est Nolan, c'est son tout premier film, c'est le film qu'il a fait avant Memento. Le gars de Batman. Absolument, et puis du Black Swan, enfin il a fait quand même des très grands films. Et puis les 3 premiers films de Nicolas Refn qui a fait Drive. J'en ai produit 2 par contre qui sont Only God Forgives et puis Valhalla Rising. Et puis Austin Powers, le premier. Ouais. Donc tout ça, c'est de la distribution. J'ai fait un film de Ang Lee, un western. Le problème de la distribution, c'est qu'on perd avec un film ce qu'on a gagné avec les autres. C'est un peu comme au casino. Et la production? La production, donc les Nicolas Refn. J'ai travaillé au niveau en tant que producteur associé avec Gaumont, parce que pour faire les films que je voulais faire, c'était des films qui coûtaient très cher et qu'il faut les faire financer. Et le film le plus important que j'ai fait chez Gaumont, c'est Splice, qui était le film de Vincenzo Natali, qui était le premier film qui parlait d'ailleurs de la modification et de la manipulation du génome et de l'ADN. Et c'était avec Adrian Brody, mais c'était un budget à 25 millions de dollars, donc voilà, c'était un film assez important, qui a plutôt bien marché, et surtout on l'a vendu dans le monde entier, donc c'était vraiment bien. Ceci dit, une fois qu'on a fait des films indépendants, justement, j'ai eu la chance, parmi tous ces films, il y en a un qui a été vraiment le jackpot, qui était le projet Blair Witch, qui est à ce jour considéré comme le plus rentable. Un des 3 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Donc tu as fait partie de tout ça, tu as une carrière énorme. Blair Witch, je l'ai acheté avant même qu'il soit connu. On a eu une chance extraordinaire, c'est que le film, très honnêtement, quand on l'a découvert, on était affolés. Je ne veux pas dire que j'étais content, c'est que le film, je me suis dit, les mecs, ils avaient la maladie de Parkinson, ou quand il y a la caméra qui bougeait tout le temps, on se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Avec un budget de 11 000 $ à la base, ils avaient vendu leur voiture pour fabriquer le film. Et donc, on a eu le film, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Et coup de bol, les mecs de Cannes voient le film, la quinzaine des réalisateurs, et ils disent, écoute, on a eu ça, c'est génial, on veut absolument qu'il soit à la quinzaine. Et ils ont même créé un prix spécial qui était le prix du public pour le film. Bon, la suite, on la connaît. Nous, jusqu'au bout, on n'y croyait pas vraiment, donc on l'a sorti avant les États-Unis. Grossière erreur. Mais on a fait ça parce qu'aux États-Unis, ils jouaient déjà avec Internet. Alors que nous, on n'avait pas encore Internet. C'est pour ça qu'on avait fait cette formule, le film qui fait le plus peur depuis L'Exorciste. En tout cas, tu as une grosse carrière. Et bon, le but de pas parler de ta carrière, même si elle est énorme, c'est de parler de ce milieu du cinéma artistique qui donne des leçons à tout le monde et qui en réalité se cache. Et toi,
Visiblement, t'en as par-dessus la tête de ces gens et t'as voulu te dire, tiens, là, il faut quand même un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est toujours le problème avec ce milieu. Bon, déjà, moi, je vous précise un truc. Moi, ce que j'aime à la base, je suis un passionné de cinéma. Moi, je passe ma vie. On aime tous le cinéma, pour le coup. On adore. Ouais, alors on va dire, j'adorais le cinéma. Mon rêve, c'était d'aller à Cannes. C'était au départ, j'ai pas choisi. D'ailleurs, je sais pas ce que je voulais faire dans le cinéma. Au départ, je savais pas si je voulais être metteur en scène ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt le métier qui m'a choisi, l'acquisition de films, la distribution. Je trouvais ça assez passionnant de découvrir un peu le métier d'un galeriste, de découvrir un mec qui a jamais fait, on n'a jamais vu le film, puis dire ça peut marcher, ça va être connu dans le monde entier, etc. Je trouvais que c'est vraiment un challenge assez intéressant. Après, il y a les relations avec les gens du cinéma. Alors, on va pré-Covid, et après on parlera. Pré-Covid, bon, il y a un jeu, il faut jouer le jeu, parce que si on joue pas le jeu, on n'a pas accès à rien. C'est quoi jouer le jeu ? Jouer le jeu, c'est quand même, on est obligé d'être sympa, on voit très bien qu'il y a des accommodements, que ce sont des gens, des familles, c'est des familles en vérité, les gens. Le tout, c'est de savoir créer sa propre famille de gens. Alors, moi, j'ai quelques amis très proches qui sont des gens formidables, c'est plutôt des grands cinéphiles. C'est pas forcément les gens qu'on voit forcément devant, c'est plutôt les gens qui me fascinent. Moi, c'est des scénaristes, c'est des attachés de presse, c'est des techniciens, des chefs-op. Là, il y a des gens extraordinaires. Après, ceux qui sont de toute façon, plus on monte, plus on approche, plus c'est compliqué au niveau. Alors, on va en parler après Covid. Et avant ça, je vais présenter ceux qui y a autour de la table. Parce qu'on a une table d'artistes. D'abord, Stéphanie Reynaud, comédienne, que vous pouvez encore voir sur Chéri FM et Énergie 12. Oui, parfois, des rediffusions. Comment tu vas ? Attends, j'ai des projets de Et tu fais du théâtre ? Bien sûr. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Je suis ravie de vous revoir et puis d'être bien Tribune entourée. libre, les films dissidents dorénavant, qu'est-ce que c'est les films j'ai dissidents ? lancé quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je tiens à le dire. Ça s'appelle Les Films Dissidents, c'est une chaîne YouTube naissante où vous trouverez des brèves inspirées de l'actualité, notamment, et éventuellement du passé aussi, où je pourrais faire tourner des comédiens dissidents. Voilà, et des gens qu'on a très peu vus, des gens qui ont du talent, des gens qui sont sincères, des gens que j'ai découverts, avec qui j'ai lié d'amitié pendant cette crise dite sanitaire. Et voilà, et ça me tenait à cœur qu'on fasse une espèce de troupe, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les troupes des méchants les quoi, vilains anti-vax, bas de plafond, et sous-diplômés. Les comédiens anti-vax. Ouais, des affreux, mais qui ont du talent. Voilà, je tenais à les mettre à l'honneur. Merci à toi, chère Stéphanie. Et puis, j'ai très envie d'entendre ton témoignage. Et à ta droite, un petit nouveau, mais que je connais depuis longtemps, réalisateur Steve Moreau. Comment tu vas, cher Steve ? Très bien. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Toi aussi, tu es un méchant, hein. Ouais, je suis considéré comme un méchant aujourd'hui, ouais. J'ai pas encore compris pourquoi, mais ouais, on fait partie des méchants, ouais. Alors, on aurait dû aussi avoir notre ami Laurent Firode, mais je crois qu'il n'est pas très bien, il est un peu souffrant, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et je compte aussi sur tes témoignages. Dis-moi, cher Yves, maintenant, on va parler après Covid. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé après Covid ? Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, moi, tout de suite, vraiment, au tout début, déjà, j'étais complètement estomaqué parce que je suis rentré un peu. Le confinement est commencé, moi, quand je suis rentré en France. J'arrivais pas à rentrer, j'étais coincé à Saint-Domingue, il n'y avait plus d'avion, ça a été un enfer pour rentrer. J'ai failli rester coincé pendant 3 mois. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un truc qui allait de travers. Je suis à la pharmacie en arrivant parce que j'étais pas bien. Alors, on m'annonce qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas pire, qu'il risque d'avoir une amende s'il donne des masques. Donc, première chose, c'est ça. Après, je vais quand même me faire soigner. Ils avaient monté des espèces de tentes de fortune. Le médecin qui me reçoit, d'ailleurs j'étais passé à France Télévisions, il me dit on va vous donner 2 versions, la version où vous me direz la vérité, puis la version... Ils t'ont dit ça ? Oui. France Télé t'a dit ça ? Oui, la version pour la télé, puis il y aura la version où vous nous expliquerez ce que vous avez fait. Et puis bon, qu'est-ce qui... non, c'est fou quand même. Non, c'est véridique. C'est-à-dire que France Télé t'a dit vous donnerez la version télé, la version... Avec le médecin. Le médecin qui était très bien d'ailleurs, ce médecin, mais qui me dit faut que vous fassiez un choix, faut vous sacrifier, parce qu'on n'a pas assez de médicaments, donc c'est les soignants qui doivent être traités en premier. Donc, alors, en passant à la télé, est-ce que vous acceptez de vous sacrifier ? Ce que j'ai dit, évidemment, je ne veux pas piquer des médicaments
aux infirmiers et puis aux médecins. Mais en vérité, le vrai truc, c'est que les types, déjà là, on était dans une espèce de bordel pas possible, ils ne savaient pas comment gérer ça, c'était vraiment n'importe quoi. Donc je suis reparti avec 150 € de médicaments de toutes sortes, puis on m'a dit, ce qu'on disait à l'époque, faites le cas ou je ne sais plus quoi, et puis si vous êtes vraiment malade... Bon, mais voilà, donc on a compris cette période, voilà ce qu'elle était. C'est un vrai problème, c'est que déjà là, je pouvais plus, on va parler des gens du cinéma tout de suite, je pouvais déjà plus voir personne, c'est-à-dire qu'en face, il y avait un producteur, je ne pouvais plus le voir. C'est-à-dire que les gens restaient enfermés, on habitait face à face, le mec était avec sa femme et ses gosses, il sortait plus avec un masque, il restait toute la journée avec le masque dans l'appartement. On ne pouvait plus se parler. On m'a apporté de la nourriture sur le palier de la porte, puisque je n'avais pas fait de course ni rien. Sur le paillasson, j'ai dit, tu veux rentrer prendre un thé? Ah non, on ne peut pas, etc., etc. Ça, on parle des 3-4 premiers jours. Hein. Ça veut dire que des gens... producteurs, c'est quand même des gens qui font partie d'une certaine élite. Bon, ont cru dans le rapport officiel du gouvernement. Non, mais c'est pire que ça. C'est que ils étaient au-delà d'effrayés. C'est-à-dire que c'est aussi ça. Donc il faut comprendre. Alors quand on dit oui, il y a des moutons, c'est pas le problème qu'il y ait que des moutons. Il y a une double détente. Un, la peur. Panique, genre on va tuer nos vieux, faut faire attention, c'est un climat vraiment terrible. Et puis deux, quand même la volonté aussi pour certains de dire faut qu'on accomplisse notre devoir, on se protège parce qu'on risque d'affecter quelqu'un. Parce qu'on n'avait pas d'infos au tout début. D'accord. Au tout début, on n'en avait vraiment pas. Bon, on le sait, après on a su ce qui s'est passé, on sait tout ça. Mais là, moi j'ai trouvé choquant de la part de ces artistes, c'est qu'ils sont très rebelles sur certaines choses. Et puis, lorsqu'il a fallu demander à leur public d'avoir un pass sanitaire, eh bien, ces gens-là ne se sont pas rebellés. Non seulement ne se sont pas rebellés, mais ont même parfois poussé pour que les gens le fassent, ce pass sanitaire. On est dans un conformisme, mais c'est un conformisme intéressé aussi. C'est-à-dire que c'est Pourquoi des gens... intéressé ? Parce que ce sont des gens qui touchent de l'argent, qui reçoivent des aides, notamment que ce soit le CNC ou si vous avez des montages à faire, c'est très difficile de commencer à critiquer ce que fait le gouvernement qui est derrière ces établissements pour aider le cinéma. Donc si vous faites partie de... Puis en plus, c'est un microcosme. C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Et moi, par exemple, il y a des gens, quand j'ai pu enfin assister à une première, avant-première, on va dire, parce que j'étais ni vacciné, j'ai jamais fait un test de PCR, enfin rien. Donc déjà, j'étais la bête à abattre. On me disait, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as pété un plomb. Par des gens que tu connaissais depuis 20 ans. Ah oui, même plus. Oui. Mais il y a des gens même qui, quand j'arrivais à la soirée, se retournaient pour pas me dire bonjour. Ah bon? Ah oui. Des gens avec qui tu as travaillé, qui t'es ami. Oui, bien sûr. C'est fou, ça. Et après, ça a été qu'en se dégradant, parce qu'à partir du moment où il a fallu avoir le pass, les vaccins, etc., comme de toute façon j'ai tout refusé, ça a des incidences pour moi terribles, parce que comme mon métier il est fait sur l'international en partie, ça veut dire que je ne peux plus voyager. Bon, ça veut dire que je ne peux plus aller au festival, aucun festival. Or, c'est là que je fais mon métier, c'est-à-dire que quand on achète les films, on va au festival de Toronto, on va au festival de Berlin, Cannes, ça veut dire que je ne peux plus y aller. Mais comment ça se fait que toi, tu as eu ce courage-là et que tous les autres ne l'ont pas eu? Alors, je ne connais pas tout le monde, je pense qu'il y a des gens... On va dire la plupart. Voilà. Pourquoi? Déjà parce que moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot, et puis que tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un problème majeur dans le narratif. Des mensonges. Alors j'ai eu la chance dès le début de voir des choses quand j'étais à l'étranger qui correspondaient pas forcément, je parle par rapport à la Chine, à Wuhan, et on voyait bien qu'il y a un truc, enfin si on réfléchit un peu, il y a un truc qui allait absolument pas. Donc j'ai commencé vraiment à remettre en question. Du coup, comme j'avais rien à foutre, parce que j'étais dans mon appartement à tourner en rond, j'ai commencé à lire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que moi j'étais avec eux, c'est-à-dire que moi je soutenais tous les États-Unis. On me donnait des trucs, je disais c'est bien, il y a les méchants d'un côté, le méchant russe de l'autre. Vraiment tout le narratif, je l'ai même pas remis en... Puis alors je lisais tous les journaux, tous les magazines. James Bond, quoi. J'étais vraiment la totale. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait vraiment, ça allait pas. Puis surtout, j'ai vu qu'on commençait à punir
tout de suite à remettre en cause des gens qui remettaient en cause totalement le narratif. On pense à Fourtillan, qui a subi les pires choses. Je pense à Montagnier, qui a été traité. Tiens, bah voilà, un truc qui est vraiment un des chocs, un scandale absolu, c'est quand je me suis rendu à l'enterrement de Montagnier, on était avec Pierre Barnérias, justement, et donc on était à l'intérieur et tout, qu'il n'y avait pas un représentant de l'État français, alors qu'il y avait des gens qui venaient du Japon. Le truc était plein à craquer, je ne sais pas combien, il y avait plus de 1000 personnes. Il n'y a pas eu un représentant, mais de rien de l'État français. Ça, rien que ça, c'est une honte, c'est une tâche absolument indélébile. C'est épouvantable. Après, il y a le traitement qu'on a, Raoult, le traitement Péronne, que j'ai la chance de connaître. Tous ces gens qui ont été traités, pique-pendre, vilipendés, etc. Alors, les choses perso, il y a des gens quand même formidables. Tu me disais, Mylène de Mongeau. Qui est décédée depuis. Mylène de Mongeau, on va rappeler qui c'est pour les jeunes qui nous regardent. Qui est une très... Elle a joué Fantomas, la jeune fille dans Fantomas. C'était une star avec Bardot. Voilà, c'était le numéro 2 de Bardot. Enfin, ils étaient en plus très copines. Elle a été soignée par professeur Raoult. Eh bien, justement. Et donc, moi, à l'époque, comme j'étais coincé, je voulais adapter une bande dessinée qu'elle a écrite sur sa vie, parce qu'elle a une vie absolument palpitante. Et là, on me dit, mais elle était au Sénégal. Elle était en train de récupérer au Sénégal. Donc j'ai eu la chance, comme j'ai un ami qui avait l'hôtel où elle était, qui me dit, tiens, je te la passe. Donc j'ai passé 1 heure au téléphone avec elle. Elle était super contente. Elle me dit, je lui dis, mais alors, Raoult, tout ça. Elle me dit, mais heureusement, c'est un homme, ils l'ont rapatrié en hélicoptère. Elle m'a dit, c'est l'homme qui m'a sauvé ma vie. S'il n'était pas intervenu, c'était fini, j'étais foutu. Donc, et Raoult, quand il dit j'ai aidé énormément de gens dans la politique, dans le métier, en vérité, il y a énormément, et c'est là où on voit la traîtrise et puis la façon épouvantable. Il faut savoir quand même que même Macron, quand il est venu, qu'il l'a reçu, parce qu'il l'a reçu au départ, Macron était déjà venu en tête en disant ça sera le remdesivir, ça sera pas autre chose, qui était le médicament, qui était une catastrophe. Donc il y a eu une volonté de démolir déjà Raoult, dès le départ. Il fallait le tuer, comme ils ont essayé de tuer Péronne. Mais ce qu'il faut voir après... Puis après, du coup, j'ai commencé à écouter tous ces gens-là, et puis c'est petit Oui, mais est-ce que tu aurais pu écouter tous ces gens-là et rester chez toi et te dire, bon, moi je fais comme ça, je ferme ma tronche, parce que de toute façon, ça va m'apporter que des ennuis, on va dire, financiers, etc. Mais c'est pas ce que tu te dis. Non, c'est l'inverse, ça m'a révolté, ça m'a mis en colère, alors je suis encore plus en colère aujourd'hui, mais ça m'a révolté à l'époque. Et pourquoi? Alors j'ai eu la chance, là encore, j'ai vu le truc de Barnérias, qui s'est fait censurer Hold Up, son premier film. Et là, ça a été le vrai choc qui a commencé à faire que j'ai pris une distance par rapport aux gens du cinéma. C'est que quand j'ai vu son truc, j'ai dit, il faut vraiment l'aider. Donc j'ai trouvé ses coordonnées, je l'ai appelé tout de suite pour qu'on se voit en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour la distribution du film. Bon, évidemment, j'ai même pas eu le temps de commencer parce que la censure était tombée, que l'idée même de sortir le film en salle, quand j'ai commencé à en parler à des amis, ils m'ont dit mais t'es un malade, ça sortira jamais. Il était totalement, de toute façon, censuré. C'est le premier film dans l'histoire du cinéma, faut jamais l'oublier, historiquement, qui a été censuré aussi vite, sans que les gens le voient. C'est Hold Up. Oui, Hold Up. Donc, comme je ne pouvais plus rien faire pour Hold Up, on a commencé à discuter de plein de choses. Puis il m'a dit, là, je veux faire Hold On. Et il me dit, si tu peux me donner un coup de main pour Hold On, je prends. Et donc, comme moi, à l'époque, je travaillais avec un ami qui a une boîte de documentaires à Levallois-Perret, on lui a mis à disposition toute la salle de montage, de son et tout, pour qu'il puisse faire le film, pour faire Hold On. Et il venait en cachette au début. C'était dingue. Il y avait une paranoïa terrible parce que je pense qu'il a été suivi ou en tout cas il avait très peur. Et puis après je l'ai aidé aussi. J'ai coproduit avec lui Hold Out. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit à quoi ça sert quand on est dans... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs en étant artiste? Moi je suis pas vraiment artiste, je suis derrière. Mais c'est quoi le rôle d'un artiste? C'est aussi de prendre position, c'est de dénoncer, ce que faisaient très bien certains artistes à une époque. Là on est dans une phase exactement inverse, où on écrase tout, puis surtout on n'a pas besoin d'écraser, puisqu'on est dans de l'autocensure.
C'est de l'autocensure. Pourquoi ces gens s'autocensurent comme ça? Tu vas me dire oui, mais parce que le système les tient par l'argent. Mais ils sont multimillionnaires. Ah, c'est pas. Je pense que ça va au-delà de ça. Il y a qu'à voir ce qui se passe au Festival de Cannes. Puis ça concerne pas d'ailleurs que le Covid. Moi, l'année suivante, il y a eu l'histoire d'Ukraine. Quand je vois des gens du cinéma qui se lèvent, et qui ont des larmes et qui pleurent, je dis mon Dieu que je suis heureux de pas être là-bas. C'est une honte. C'est la première fois qu'on voit un discours d'un mec qui est un dictateur. Bien, on va s'en rendre compte dans peu de temps. Zelensky. On met quand même l'ouverture du Festival de Cannes avec un discours de Zelensky et les gens qui sont en pleurs debout au palais. Mais c'est vrai ou c'est fin, ça? Je l'ai vu. Qu'il fasse semblant. Alors ça, c'est une vraie question. Il y en a une partie, je pense, qui est sincère. C'est peut-être presque pire. Est-ce qu'en off, il t'appelle en te disant, bon, écoute, tu comprends, on fait comme ça pour notre portefeuille? Non, pas du tout. Non, au contraire, déjà, il m'appelle pas. Et puis, on va commencer par le commencement. Et puis, deuxièmement, les quelques personnes qui, attention, je précise, sont des amis. Je comprends qu'on puisse avoir des avis divergents. Mais afin d'éviter toute dispute, après il y a eu des dîners, ça s'est un peu calmé, etc. Quoique, j'évite ce genre de conversation parce que je sais que c'est voué à l'échec. Déjà, je suis en minorité totale, et puis c'est voué à l'échec. Mais on atteint des niveaux d'absurdité. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a 2 ans, alors c'était pas forcément des gens du cinéma, il y avait des gens de tout milieu, mais des gens de très haut niveau, architecture, machin, vraiment des gens importants. Et j'étais invité à Noël. Et puis j'étais le seul qui n'était pas vacciné. Donc quand je suis arrivé, j'étais faire mon test rhino, machin chouette là, et j'arrive, et ils m'attendaient dans la cour, certains, en disant toi, la maison, non, tu vas pas dans la grande maison, il y a une maison très jolie d'ailleurs, mais tu vas à côté. Et donc j'avais fait mon test le matin, je suis arrivé le soir, on a dîné, donc tous m'ont posé la question, comment ça se fait que t'es pas vacciné? J'ai dit moi, comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez pris comme vaccin? Et le lendemain matin, mon fils est venu me réveiller, véridique à ça, à 9h du matin, en me disant « Papa, il faut que tu fasses ton test ». Mais je l'ai fait hier. Il dit « Oui, mais ils veulent refaire le test. Tout le monde le refait comme ils t'ont vu, puis qui t'ont approché hier. » Donc les 30 personnes ont fait venir une infirmière de 10 km pour pouvoir faire les tests pour tout le monde. C'est fou, ça. Et le truc fun, c'est que celui qui a demandé ces tests, qui était totalement paranoïaque, c'est celui qui était positif avec sa femme, qui n'a pas pu... Mais regarde... qui n'a pas pu dîner avec nous. On a ces... Danny Boone, Cadmera, tous ces mecs, ils prennent 3-4 millions par film. Si ces mecs-là avaient dit, Patrick Bruel et tous ces gens-là, Debbouze, Omar Sy, déjà on les entend pour des trucs à la con et tout, ils font la morale, tout ça. Mais si ces mecs-là, ils avaient dit, écoutez, nous ne voulons pas que notre public ait un pass sanitaire, en 24 heures, il n'y a plus de pass sanitaire. Oui, sauf que déjà... Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors après, il y a deux, trois questions qu'on peut se poser très légitimement quand on voit d'autres pays, notamment en Espagne. Est-ce qu'ils ont vraiment été vaccinés? Premièrement. Puisqu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, en Espagne, dans plein de pays, les gens n'ont pas été vaccinés ou ont eu des faux vaccins. En Espagne, c'est le cas. Donc, on incitait même les gens, je crois que c'était un chanteur d'opéra en Italie, qui disait qu'on lui avait proposé de l'argent pour faire un faux vaccin et dire qu'il fallait se vacciner. Donc, est-ce qu'ils ont été vaccinés? Vraiment? Moi, je sais pas. Je sais pas. 2, quel type de vaccin ils ont eu? Est-ce que oui, mais regarde, toi, t'as été dans cette soirée-là, tu étais tout seul. Ouais. Les autres étaient visiblement vaccinés. Mais non seulement ils étaient vaccinés... Alors donc, les autres, donc il n'y a pas de faux vaccins. Ils étaient... Oui, ben on ne peut pas savoir. Il y a plusieurs... Il y a des types de doses qui sont totalement aujourd'hui très différents. Il y a, je crois, 4 types de doses, dont certains qui sont mortels immédiatement. Sauf que le problème, comment on le sait, puisque... En France, on ne comptabilise pas les gens morts immédiatement après le vaccin. Mais ça ouais, on le verra YouTube n'aime pas, donc on ne va pas trop en parler. Et de toute façon, on le sait, j'en ai parlé et reparlé. Bref, mais ok, je comprends, ils sont lâches et tout, mais pourquoi on n'a pas aujourd'hui sans parler forcément de la crise sanitaire, hein, en général, quoi, en général. Tu as parlé de la Russie, de l'Ukraine, on pourrait parler, je sais pas moi, d'autres choses. De Gaza, par exemple, ce qu'on veut. Est-ce que aujourd'hui, c'est la fin des Coluche, des Luron, des Balavoine, de ces types de personnalités? Pour l'instant, oui, et c'est pire que ça. Alors, il y a quelques exceptions, comme Blanche Gardin, Dieudonné. On pourrait discuter de Dieudonné, qui a été quand même
Qui est venu ici d'ailleurs. Salie aussi d'une manière assez épouvantable. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, oui, on ne les aura pas. Mais ils ne pourront pas parler de toute façon, ou ils seront censurés immédiatement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'ils seront censurés immédiatement. Si on fait venir Coluche aujourd'hui, il tient 10 minutes. Oui, mais regarde, Coluche, quand il a voulu se présenter en 81, il a été censuré 6 ou 7 mois. Mine de rien. Et à l'époque, il y avait 3 chaînes. Oui, mais c'était quand même plus... je pense qu'on est beaucoup plus censuré aujourd'hui, beaucoup plus, paradoxalement. Jean-Yann aussi a été viré de radio, mais ça ne l'a pas empêché de faire des sketchs et puis de continuer. Là, on est plus... Là, c'est vraiment en amont que ça fait mal. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus... C'est-à-dire qu'on salit tellement la personne... Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce oui, on salit les gens. Une mort sociale. Une mort sociale immédiate, mort sociale et du coup mort artistique. Dieudonné, là, je vois, il devait faire un show, il vient d'être censuré, il n'a pas pu le faire. On salit les gens. Oui, mais là, je trouve, je vais te dire, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que là, on absout l'attitude de tous ces gens. Tu penses que Catherine Deneuve et des gens comme ça, de ce calibre-là, je parle pas du gars qui arrive, mais des gens de ce calibre-là, s'ils sont 10, 15 à avoir leur propre voix, tu penses que vraiment le cinéma français va dire non, quand même, on les met de côté? Ils vont pas les mettre de côté. Regarde, si les 10, 15 mecs, on va dire les mieux payés, là, ont le discours anti-système, c'est parce qu'eux ne veulent pas avoir ce discours en ce système. Oui, mais il y a aussi ceux qui croient vraiment que les vaccins fonctionnaient. Alors, il ne faut pas oublier ça. On ne va pas parler que des vaccins. Parlons de ce que le système veut, tu vois. Alors, Deneuve, ce n'est pas forcément la bonne... c'est comme Deneuve, Adjani, tout ça, ce n'est pas forcément les bons exemples, parce qu'elles se sont battues. Alors, chacun mène son combat. Par exemple, Deneuve, c'était au moment du droit à l'avortement. Elle a fait des choses. Elle a eu beaucoup de courage. Elle a été souvent à contre-courant. Oui, mais alors déjà, moi, je constate, c'est souvent les femmes qui sont plus courageuses que les hommes. En France, on a eu Victoria Abril qui a parlé, il y a Adjani. Bon, Adjani, en plus, elle est vraiment anti-vaccin, c'est même pas anti-Covid ou quoi que ce soit. Par exemple, mais regarde, tiens, Omar Sy, je vais prendre un exemple. Omar Sy, dès qu'il se passe un truc en France qui concerne, je sais pas moi, un truc progressiste ou la diversité, il est là, il tweet, regardez... dans sa baraque à Los Angeles. Dans sa baraque à Los Angeles. Et quand il se passe quelque chose qui touche le peuple, lui, sourd, muet. Oui, mais c'est parce qu'ils vont dire c'est du populisme, que c'est tout le problème, c'est le mépris. Aujourd'hui, on est dans un cadre très particulier, où moi je pensais pas voir ça un jour, c'est qu'il y a un mépris absolu pour le peuple au sens le plus large du terme. D'ailleurs, on dit c'est populiste, non. Et d'ailleurs, aimer quelque chose de populaire, c'est pas forcément rendre les gens populistes. C'est quand même déjà ça. De toute façon, il y a une aberration dans l'utilisation du langage aujourd'hui. Dire quelqu'un qu'il est anti-vax, non, ils sont pas anti-vax. C'est des gens qui disent, on vient de nous imposer un produit qui est totalement nouveau, on ne sait pas ce que c'est, et ça peut être gravissime. Moi, ce qui me choque, par exemple, énormément, vraiment, s'il y a une chose qui m'a mis, parmi tout ce qui me mettrait en colère, c'est par rapport aux aides-soignants qui ont été virés. Tous ces gens qu'on a applaudis au tout début, qui on dirait extraordinaires, ils soignent dans des conditions épouvantables. Et ces gens-là, on les a virés du jour au lendemain parce qu'ils refusaient ce traitement, enfin cette injection. Et ces gens-là ont été virés sans rien, ils ont été traités. Alors que déjà, dans tous les autres pays, ils ont commencé à faire marche arrière, à les rembourser, etc. Mais en France, non. En France, on en est toujours au stade où ces gens-là sont complètement... Et il n'y a pas eu un artiste, quasiment pas, par Annie Dupéret. Il y a très peu d'artistes qui... Et comment s'appelle l'artiste qui joue avec une artiste comique, avec son mari, je sais Patrick Sébastien, je sais plus comment ça s'appelle. Shirley Edino. Voilà, Shirley Edino, que j'ai interviewé d'ailleurs. Oui. Mais on va parler de tout ça avec nos amis qui sont ici sur le plateau. Mais d'abord, les annonces. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie.
C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.